Paris est une ville que l'on croit connaître. Ses monuments, ses rues, ses histoires célèbres. Mais comme souvent, ce qui est le plus visible n'est qu'une infime partie de la réalité. Aujourd'hui, on va explorer l'iceberg des mystères de Paris. Un format qui classe les histoires des plus connues aux plus obscures. De celles dont tout le monde a déjà entendu parler, à celles que l'on connaît le moins. Et cet iceberg est trop vaste pour tenir en une seule vidéo. Il sera donc divisé en deux parties, deux vidéos distinctes. Dans cette première vidéo, on va donc explorer la pointe et la surface de l'iceberg. Et la seconde vidéo nous fera plonger plus bas. Et pour cette vidéo, je suis accompagné d'une personne, Tom à l'aventure. Un créateur passionné de lieux oubliés, d'histoires hors du commun, de mythes et de légendes de France et d'ailleurs. Présent sur TikTok, Instagram et YouTube. Et ensemble, on va plonger dans une passionnante exploration des mystères de Paris. On va donc commencer à parler des histoires les plus connues, et petit à petit, nous plonger dans des histoires un peu plus sombres. À la pointe de cet iceberg, on trouve donc des histoires beaucoup plus connues du grand public. Celles que Paris montre presque toujours sans retenue. Celles qui font partie du folklore officiel. Paris est souvent présenté comme l'une des plus belles villes du monde. Une capitale touristique, lumineuse, chargée d'histoire et de romantisme. Mais derrière ces monuments et ces façades élégantes, Paris abrite aussi une autre réalité. Une ville faite de mystères, de drames oubliés et d'histoires sombres qui se cachent dans ses rues, ses immeubles et ses sous-sols. Et c'est justement cette face invisible de Paris que l'on va explorer. J'ai d'ailleurs déjà vécu à Paris avant. Enfin, Paris. 20 ans dans le 93 et 6 ans en Seine-et-Marne. Mais si, la Seine-et-Marne, là, la campagne de Paris. Mais je vous rassure, même entouré par les champs et les vaches, je payais quand même 700 € mon 17 mètres carrés, hein. Bon allez, on commence. Tout commence le 7 mars 1984, au niveau du Pont-Neuf, dans le 1er arrondissement de Paris. Alors que les égoutiers travaillent sous la ville, dans ce réseau immense, humide et silencieux, soudain, dans la pénombre, l'un d'eux remarque la silhouette de quelque chose qui n'est pas censé être là. Ce n'est pas un rat, ce n'est pas un chien errant, c'est un crocodile. Et ce qui rend l'histoire encore plus folle, c'est que ce n'est vraiment pas une légende, c'est une histoire bien vraie. Les services des égouts repèrent un animal et alertent immédiatement les secours. Les pompiers de Paris interviennent et parviennent à capturer un jeune crocodile d'environ 80 cm. La scène est tellement improbable qu'elle a longtemps alimenté les rumeurs. Mais elle est documentée. L'animal est ensuite confié à la ménagerie du Jardin des Plantes. Et l'animal n'est pas un monstre géant. C'est une jeune femelle qui sera baptisée Éléonore dans les récits liés à cette affaire. La grande question évidemment, c'est comment un crocodile s'est retrouvé là. Les sources institutionnelles et les articles qui reviennent sur l'affaire restent prudents sur l'origine exacte. Mais l'hypothèse la plus crédible est aussi la plus simple. Un abandon. Un animal exotique acheté jeune devenu encombrant, puis relâché dans un endroit où on peut penser qu'il disparaîtrait. Ce qui a permis à Éléonore de survivre un certain temps, c'est justement l'environnement des égouts. Chaleur, humidité et de quoi se nourrir. Des récits de presse évoquent notamment le fait qu'elle aurait profité de ces conditions et se serait nourrie de rats. Après son passage au Jardin des Plantes, Éléonore est transférée et va passer des décennies en captivité, notamment à l'aquarium de Vannes, où elle devient une véritable mascotte. Le petit crocodile de 80 cm, capturé sous Paris, grandit jusqu'à devenir un animal imposant, dépassant les 4 mètres. Puis malheureusement, c'est fin 2020 que Éléonore va finir par s'éteindre. Dans Paris, il y a des histoires qui s'accrochent au mur, comme l'humidité dans les caves. Et au sommet de cette catégorie, il y a un monstre sacré des légendes de Paris, le fantôme de l'opéra. Déjà, il faut remettre les choses au clair. Le fantôme, tel qu'on le connaît, est un personnage de roman, créé par Gaston Leroux, publié en 1910. Et Leroux écrit ça comme un journaliste. Il joue avec l'idée qu'il enquête, qu'il recoupe les témoignages, qu'il démonte les rumeurs. Et justement, des éléments réels, il y en a à l'Opéra Garnier. Le plus célèbre, c'est l'accident du lustre. Dans l'imaginaire collectif, le chandelier s'écrase. Dans la réalité, le 20 mai 1896, ce n'est pas tout le lustre qui tombe. C'est un contrepoids du grand lustre qui se détache et chute dans la salle, provoquant la mort d'une spectatrice. C'est un fait historique, documenté par l'Opéra de Paris lui-même. Et Leroux va s'en servir comme carburant narratif
pour faire monter la peur d'un fantôme, capable de tuer depuis les hauteurs. Ensuite, il y a l'autre morceau de légende, le lac sous l'opéra. Dans le fantôme de l'opéra, c'est une étendue d'eau sombre, presque surnaturelle, où un fantôme se cache. Et ce détail devient encore plus cinéma, quand on apprend que ce bassin est connu pour être un terrain d'entraînement, par des plongeurs ou des pompiers de Paris, dans un environnement sombre et confiné. Là, tu comprends pourquoi l'idée d'un royaume souterrain est née. Ce lieu existe, il est caché du public, et rien que ça fait travailler l'imagination. Autre engrenage parfait pour fabriquer une rumeur, l'opéra, c'est une machine. Des couloirs, des trappes, des dessous de scène, des ateliers, des passages techniques, un bâtiment où, si on n'a pas accès aux coulisses, on peut facilement croire qu'il y a quelqu'un qui vit dedans. Et le roux arrive pile au moment où le public adore ce mélange. Paris moderne, mais avec des zones d'ombre, des souterrains, des accidents, des secrets. Et même si l'Opéra de Paris porte une part de drame très concret, avant Garnier, il y avait la salle Le Pelletier, détruite par un immense incendie en octobre 1873. L'Opéra de Paris rappelle cet événement dans son historique, un choc majeur et un terrain idéal pour que la superstition s'invite dans l'imaginaire de l'opéra, et peut-être que, ne sait-on jamais, le fantôme de l'opéra s'y cache bel et bien. Paris, à l'été 1911, ce n'est pas cette forteresse imprenable qu'elle est aujourd'hui. Et la Joconde, même si elle est déjà un tableau très apprécié, n'est pas le tableau le plus connu au monde. Mais cependant, en une matinée, tout bascule. La Joconde a disparu. Le vol a eu lieu en août 1911, un jour où le musée est beaucoup plus calme, pendant une période où le Louvre ferme régulièrement certains jours d'été. Résultat, moins de visiteurs, moins d'agitation, et une opportunité en or. Le plus fou, c'est la simplicité du geste. Le voleur n'arrive pas cagoulé ou armé, il se fond dans le décor. D'après le récit le plus répandu, c'est un ancien ouvrier, ayant travaillé au Louvre, Vincenzo Perugia, qui profite de sa connaissance des lieux. Le Louvre lui-même résume l'affaire ainsi. Perugia, vitrier passé par le musée, finit par proposer le tableau à un marchand d'art italien, ce qui déclenche l'alerte. Ce qui se passe ensuite est digne d'un thriller, mais très administration parisienne. Au début, on ne comprend même pas tout de suite. Pendant un moment, on pense à un déplacement interne, une photo, une opération de routine. Et puis la panique monte, le cadre est là, mais le tableau, lui, a disparu. Pendant ce temps-là, la Joconde n'est pas dans une crypte à l'étranger. Elle est introuvable pendant plus de 2 ans. Et ce détail est glaçant. Quand le musée rouvre, des foules viennent au Louvre. Non pas pour voir la Joconde, mais pour voir l'endroit où elle devrait être. L'absence fabrique la légende. L'enquête devient énorme, la presse s'emballe. Le Louvre ferme, on fouille, on interroge. Et l'affaire prend un tournant presque surréaliste. Guillaume Apollinaire est inquiété. Et Pablo Picasso est interrogé. Un dossier qui brouille les pistes et ridiculise un peu l'enquête. Le mystère se dénoue fin 1913. Perugia entre en contact avec un antiquaire florentin. L'antiquaire reçoit une lettre signée Leonardo proposant la vente de la Joconde. Il pense d'abord à un faussaire, mais il prend l'affaire au sérieux et prévient les autorités. Le piège se referme, la Joconde est authentifiée et Perugia est arrêté. La presse explose à nouveau, mais cette fois-ci avec une fin heureuse. Le tableau fait même une tournée d'exposition en Italie, avant de revenir en France, renforçant encore plus sa célébrité. Le tableau est maintenant à l'abri dans un endroit imprenable. Rendez le bijou de la couronne. À Paris, certains mystères ne naissent pas du paranormal, mais du silence des archives. Nicolas Flamel en est un exemple parfait. Historiquement, Nicolas Flamel est un homme bien réel, écrivain public, puis libraire parisien. Né vers 1330 et mort en 1418. Un bourgeois respectable, pieux et suffisamment aisé pour financer des œuvres de charité. Rien dans les documents de son vivant ne le présente comme alchimiste. Et pourtant, après sa mort, son nom change de nature. À partir du XVIe et surtout du XVIIe siècle, des textes alchimiques lui sont attribués, notamment le livre des figures hiéroglyphiques. Problème fondamental, ces écrits apparaissent près de 2 siècles après sa disparition. Aucune preuve ne permet de les relier directement à Flamel. Mais la légende est lancée. Transmutation de l'or, pierre philosophale et immortalité. Au 51 rue de Montmorency se dresse la maison de Nicolas Flamel, construite en 1407 et classée monument historique. Elle est souvent présentée, prudemment, comme l'une des plus anciennes maisons de Paris encore debout. Sur sa façade, une inscription médiévale demande aux habitants de prier pour Nicolas Flamel et son épouse. Officiellement, il s'agit d'un bâtiment à vocation charitable,
pas d'un laboratoire secret. Aucun passage caché n'est découvert, aucun manuscrit alchimique authentifié, aucune preuve définitive. Mais il reste l'essentiel, un homme réel, une richesse jugée suspecte par la postérité, des textes apparus trop tard, et une maison médiévale toujours debout au cœur de la ville. À Paris, parfois, le mystère ne tient pas à ce qu'on prouve, mais à ce que le temps refuse d'éclaircir. Sous la coupole de l'Institut de France, chaque fauteuil est censé incarner l'immortalité. Un siège, un numéro, une lignée d'hommes et de femmes chargés de veiller sur la langue française. Mais parmi eux, un fauteuil semble ne jamais vouloir garder ses occupants bien longtemps. Le fauteuil 32 de l'Académie française. Officiellement, rien ne le distingue. Et pourtant, dans l'histoire de l'Académie française, ce siège revient souvent avec une étrange insistance. Comme un murmure que l'on préfère ne pas entendre. Car plusieurs académiciens élus à ce fauteuil disparaissent peu de temps après avoir été élus. Certains n'ont même pas le temps de prononcer leur discours de réception. Ils sont élus, et puis le silence s'installe. Trop vite. Les noms changent, les époques aussi, mais le schéma intrigue. Le fauteuil se remplit, puis se vide, encore et encore. Bien sûr, personne n'emploie vraiment le mot malédiction. À l'Académie, on parle de coïncidence, d'âge avancé, de carrières longues arrivant à leur terme. Des explications raisonnables, officielles, acceptables. Mais ce sont précisément ces explications qui troublent, car d'autres fauteuils ont accueilli des académiciens tout aussi âgés, et pourtant bien plus durables. Pourquoi celui-ci semble-t-il instable? Dans les anecdotes transmises à voix basse, on raconte que le fauteuil 32 serait maudit, qu'il n'offre pas de longévité symbolique, promise par le titre d'immortel, comme si le siège refusait de s'inscrire dans le temps. Rien n'est écrit, rien n'est consigné, mais la mémoire collective, elle, retient. Aujourd'hui encore, le fauteuil 32 attend parfois très longtemps pour trouver un nouvel occupant. Et lorsqu'il est enfin attribué, une tension invisible flotte sous la coupole. Pas de peur, pas de superstition affichée, juste une prudence tacite. Pourquoi celui-ci semble si instable? Dans les anecdotes transmises à voix basse, on dit que le fauteuil 32 serait maudit, qu'il n'offre pas la longévité symbolique offerte par le titre d'immortel. Comme si le siège refusait de s'inscrire dans le temps. Rien n'est écrit, rien n'est consigné, mais la mémoire collective, elle retient. Aujourd'hui encore, le fauteuil 32 attend parfois longtemps avant de trouver un nouvel occupant. Et lorsqu'il est enfin élu, une tension invisible s'installe. Pas de superstition, hein. Disons une prudence tacite. Quel mystère quand même. Des mecs de 90 ans qui meurent, moi je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Sous Paris, comme vous le savez, il y a les catacombes. Il y a les officiels, éclairés, balisés, visitables. Et il y a tout le reste. Des kilomètres de galeries où la ville devient un labyrinthe. C'est dans cet imaginaire, mais à partir d'un vrai extrait vidéo, qu'est née l'histoire de la caméra abandonnée que l'on retrouve sous le nom de Lost in the Catacombs. Ce qu'on peut dire, sans inventer, c'est ceci. La séquence la plus connue montre un homme seul, filmant dans des galeries souterraines avec une caméra à l'image granuleuse. Il avance, explore, et dans certaines descriptions, il ramasse même des os en chemin. Puis son comportement change, il accélère, comme s'il ne reconnaissait plus les couloirs autour de lui. Il passe de la marche rapide à la course. La caméra tremble, et la panique devient le sujet principal de la vidéo. Et le moment qui marque que tout le monde arrive. Il lâche la caméra, elle tombe au sol, continue de filmer, pendant que lui disparaît hors champ, avalé par l'obscurité du couloir. La vidéo s'arrête, sans explication, sans retour, sans conclusion. Ensuite, il y a l'histoire autour des images. Et là, il faut être très précis, parce que c'est exactement l'endroit où Internet brode. La notoriété du clip vient en grande partie d'une diffusion TV. Il a été présenté dans l'émission Scarred Place of Earth, ABC Family, aujourd'hui Freeform. Au début des années 2000, avec un récit fun footage, une caméra retrouvée dans les catacombes et un homme introuvable. Plusieurs sources en ligne relaient que le documentariste Francis Friedland serait celui qui a montré l'extrait présenté lors de l'émission. Mais ce qui rend le truc dérangeant, c'est justement ce que soulignent les analyses prudentes. En dehors de cette diffusion et de ces reprises, il existe très peu d'éléments vérifiables publiquement. Une analyse très détaillée insiste sur ce point. La majeure partie du récit traçable publiquement revient toujours à ce même segment TV, et la vidéo complète ne semble pas avoir été rendue publique de façon viable, ce qui empêche de vérifier énormément de choses. C'est là que la vidéo devient un piège parfait pour l'imaginaire, parce qu'elle ne montre pas un monstre, elle montre un moment humain,
L'idée qu'on est face à un récit fascinant, mais dont l'ossature repose sur un extrait médiatisé, sur des lieux difficiles à situer précisément, et sur une fin ouverte qui laisse toute la place aux interprétations. Si vous traversez le jardin des Tuileries, entre la Concorde et le Louvre, le lieu paraît calme, élégant, avec tous les mecs en train de se sucer dans les buissons là. Mais ça va pas ou quoi? Ouais, bah il faut le dire, hein, quand tu connais pas, bah ça surprend la première fois que tu vois ça. Hein. Pourtant, le jardin des Tuileries est associé à l'une des légendes les plus anciennes et les plus troublantes de l'histoire de Paris, l'homme rouge des Tuileries. Avant de parler de fantômes, rappelons le contexte. Pendant des siècles, les Tuileries ne sont pas seulement un jardin, mais un lieu de pouvoir. Le palais des Tuileries est construit au XVIe siècle à l'initiative de Catherine de Médicis, puis devient l'une des résidences du pouvoir royal impérial, puis révolutionnaire. Ce palais disparaît définitivement après son incendie en 1871, lors de la Commune de Paris. Le jardin, lui, demeure. C'est dans ce décor, chargé d'histoire, qu'apparaît la légende. Selon les récits les plus répandus, l'homme rouge serait le fantôme d'un homme surnommé Jean l'Écorcheur, parfois décrit comme un boucher, parfois décrit comme un homme violent du quartier. La tradition raconte qu'il aurait été exécuté sur ordre de Catherine de Médicis, parce qu'il en savait trop et qu'il devenait gênant. Ce point relève clairement de la légende. Aucun document historique ne permet d'en apporter une preuve formelle. Après sa mort, Jean l'Écorcheur serait revenu hanter les Tuileries sous une forme d'une silhouette rougeâtre, parfois décrite comme couverte de sang. Mais contrairement aux fantômes classiques, l'homme rouge n'est pas censé errer par hasard. Il apparaît pour prévenir, pour annoncer un drame. La rumeur affirme que Catherine de Médicis elle-même l'aurait vu et qu'il lui aurait prédit une mort près de Saint-Germain. Là encore, il s'agit d'un récit symbolique, souvent associé à la réputation de superstition de la reine. Avec le temps, la légende s'étend. On dit que l'homme rouge serait apparu avant l'assassinat de Henri IV en 1610, qu'il aurait été aperçu par Marie-Antoinette peu avant la prise d'assaut des Tuileries par les révolutionnaires. Un événement, lui, parfaitement historique. Puis le mythe traverse les siècles. Certains récits l'associent à Napoléon, d'autres à la chute de régimes successifs. À chaque fois, le même schéma. L'apparition précède un effondrement politique ou un drame majeur. La dernière grande apparition évoquée par la légende daterait de 1871, lors de l'incendie du palais des Tuileries. Tandis que le bâtiment brûle, certains témoignages tardifs évoquent une silhouette rouge dans la fumée. Image symbolique bien sûr, mais puissante, celle d'un fantôme assistant à la fin définitive de son royaume. Au 39 rue du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement de Paris, se dresse ce que l'on présente souvent comme la maison la plus étroite de Paris. À peine un peu plus d'1 mètre de large par endroit. Une façade si fine qu'on pourrait croire à une erreur d'architecture. À peine un peu plus d'1 mètre de large par endroit. Une façade si fine qu'on pourrait croire à une erreur d'architecture, ou à une plaisanterie laissée là par le passé. Et pourtant, le bâtiment est bien réel. De loin, on a l'impression qu'il n'existe pas. Coincé entre deux immeubles plus massifs, il ressemble à une cicatrice verticale, un interstice oublié par la ville. De près, le malaise s'installe. Mais alors, pourquoi construire quelque chose d'aussi étroit? La réponse officielle est rationnelle. Il existait avant sa construction un passage, qui menait jusqu'à la rue du Faubourg Saint-Martin. À la suite d'un conflit portant sur les droits de succession de ce passage, il fut décidé de le condamner. On érigea alors une simple maisonnette, assez petite pour boucher le passage, mais pas trop grande pour éviter les frais trop importants. Et à l'intérieur, l'imagination fait le reste. Escalier étroit, pièces en longueur, murs si proches qu'on pourrait les toucher des deux côtés à la fois, une maison qui ne s'étend pas mais qui se comprime. Dans un espace si étroit qu'il semble incompatible avec l'idée d'une maison. Après, une maison de 4 mètres carrés, ça me choque pas tant que ça à Paris, moi, mais bon. À ce niveau de l'iceberg, on quitte les légendes purement touristiques pour entrer dans des histoires toujours connues, mais déjà plus troublantes. Ce sont des récits que beaucoup ont entendus, sans savoir vraiment s'ils relèvent du réel ou de la rumeur. Entamons maintenant la surface de l'iceberg. Paris, fin du 19e siècle. Dans les couloirs de la morgue, on expose alors les corps non identifiés. Ce n'est pas macabre pour l'époque, c'est une pratique courante, presque pédagogique, censée aider à reconnaître les morts. C'est dans ce contexte qu'apparaît une jeune femme noyée dans la Seine, sans nom, sans papier, sans histoire officielle. On la surnomme simplement l'inconnue de la Seine. Ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas la tragédie,
c'est son visage. Les témoignages convergent sur un détail troublant. Ses traits sont calmes, presque souriants. Aucune crispation, aucune violence apparente. Un sourire énigmatique qui contraste avec l'idée qu'on peut se faire d'un mort par noyade. Un employé, souvent décrit comme un mouliste ou un praticien de la morgue, aurait alors pris l'initiative de réaliser un masque mortuaire. Ce geste n'a rien d'exceptionnel en soi. À l'époque, on réalise régulièrement des moulages de visage, aussi bien pour des figures célèbres que pour des anonymes. Mais ici, quelque chose se passe. Le masque circule, il est reproduit, il quitte la morgue pour entrer dans les ateliers d'art, puis dans les salons bourgeois, puis dans les écoles des beaux-arts. À Paris, puis à Berlin, puis à Vienne, ce visage devient une sorte d'icône silencieuse. On la surnomme parfois la Joconde noyée. Des écrivains, des poètes, des artistes en parlent. Rilke, Camus, Aragon évoquent ce visage, directement ou indirectement, comme un symbole de beauté figé et mystérieux. Et là on arrive à une bifurcation totale et inattendue de cette histoire. Dans les années 50, un fabricant norvégien de jouets et de plastique, Asmund Lerdal, se reconvertit dans un tout autre domaine, la formation aux gestes de secours. À cette époque, les techniques modernes de réanimation cardio-pulmonaire sont en plein développement, mais il manque un outil fondamental, un mannequin réaliste pour s'entraîner. Lerdal cherche un visage neutre, non anxiogène, plutôt universel. Et là, on arrive à une bifurcation totalement inattendue de l'histoire. Dans la famille circule ce masque mural si particulier, celui de l'inconnu de la scène. Le choix est fait. Ainsi naît Ressusci Anne, le mannequin de réanimation utilisé depuis des décennies dans le monde entier. Un détail que beaucoup ignorent, le visage que des millions de personnes ont pressé, insufflé, sauvé symboliquement, est celui d'une morte anonyme du 19e siècle. Aujourd'hui encore, on estime que des centaines de millions de personnes ont appris les gestes de premier secours sur ce visage. Ironie vertigineuse, une femme sans identité, sans tombe connue, sans histoire officielle, est devenue le visage le plus embrassé de l'histoire humaine. En même temps, qui n'aurait pas envie d'embrasser une femme morte? Quoi? La conciergerie est l'un des lieux les plus chargés d'histoire de la capitale. Aujourd'hui, on la visite comme un monument. Mais à la fin du XVIIIe siècle, c'est une prison redoutée, associée à la terreur, à l'attente du jugement, et souvent à la mort. Parmi ses détenus les plus célèbres figure Marie-Antoinette, emprisonnée à la conciergerie après son transfert depuis le Temple. Dans la nuit du 1er au 2 août 1793, ce fait est parfaitement établi par les sources historiques. En revanche, les conditions exactes de sa détention ont été, au fil du temps, largement entourées de récits contradictoires. C'est précisément dans cet espace flou que naît la légende du fantôme de la conciergerie. Depuis des décennies, des guides, des visiteurs et des récits de Paris hanté évoquent une présence étrange dans certaines parties du bâtiment. Des bruits légers, des chuchotements, des impressions de passage et parfois l'apparition fugace d'une silhouette. Une silhouette féminine donc, associée à l'ancienne prisonnière la plus célèbre des lieux. Mais cette légende ne sort pas de nulle part. La conciergerie est un lieu de pierre, de voûte, d'ombre, un endroit où on sait que des centaines de condamnés ont attendu leur sentence. Même en plein jour, l'atmosphère reste lourde. Et quand l'histoire réelle est déjà marquée par l'enfermement, la peur et la mort, l'imaginaire comble naturellement les silences. La figure de Marie-Antoinette amplifie ce phénomène. Reine déchue, prisonnière, symbole d'un monde qui s'effondre. Si un fantôme devait hanter ses murs, l'imaginaire collectif a depuis choisi lequel? La maison de l'avenue Frochot est l'un des lieux les plus mystérieux de Paris. Nichée dans une avenue privée, discrète, à 2 pas de Pigalle, cette demeure est aujourd'hui presque invisible aux passants. Et pourtant, depuis plus d'un siècle, elle alimente l'une des rumeurs de maisons hantées les plus persistantes de la capitale. La rumeur veut que la demeure soit hantée par l'esprit d'une domestique. Au début du XXe siècle, cette femme aurait été brutalement assassinée dans les escaliers, frappée à plusieurs reprises avec un tisonnier, l'auteur du crime n'ayant jamais été identifié. Et la légende raconte que l'esprit de la pauvre femme serait resté prisonnier des lieux. Depuis, plusieurs occupants et des riverains affirment avoir perçu des sons inquiétants, des pas, des grincements, provenant des étages alors que la maison était inoccupée. Ce qui a surtout nourri le mythe autour de cette adresse, c'est la disparition troublante de 2 anciens propriétaires. À un siècle d'écart, Vincent Massé et Mathieu Gallet sont morts dans des circonstances que beaucoup jugent étrangement similaires. Tous 2 ont succombé à la maladie de Charcot, au même endroit de la maison, et dans une posture identique.
Une coïncidence qui alimente encore aujourd'hui les spéculations. Longtemps restée vide, la maison a attiré l'attention de plusieurs personnalités artistiques, parmi lesquelles Jack Nicholson et Sylvie Vartan. Séduite par le charme des lieux, la chanteuse en est même devenue propriétaire dans les années 70. Pourtant, contre toute attente, elle a rapidement quitté les lieux et elle ne s'y est jamais installée. Au début du XXe siècle, la maison est laissée à l'abandon pendant plusieurs décennies. Très vite, des récits apparaissent. Lumière aperçue derrière les fenêtres d'un bâtiment vide, bruit inexpliqué, silhouette observée depuis la rue. La rumeur enfle, au point que certains parlent d'une demeure maudite. Ces témoignages ne sont étayés par aucun document officiel, mais ils s'installent durablement dans l'imaginaire parisien. La légende la plus connue affirme que la maison serait hantée par les âmes de personnes mortes entre ses murs. Certaines versions évoquent des expériences spirites, d'autres parlent de drames familiaux ou de suicides. Là encore, il faut être clair, aucune source historique fiable ne confirme ces récits. Ils relèvent entièrement de la tradition orale et des chroniques de Paris mystérieux. Ce qui rend la maison de l'avenue Frochot si fascinante, c'est surtout son apparence. Fermée, silencieuse, dissimulée derrière de hauts murs, elle semble figée dans le temps. Dans une ville où tout bouge sans cesse, un lieu immobile devient vite inquiétant. Et plus personne n'y entre, plus l'imagination travaille. Aujourd'hui, la maison n'est plus abandonnée, mais le mystère reste entier. Aucun fantôme n'a jamais été prouvé, mais la réputation, elle, est restée. Parce qu'à Paris, certaines adresses ne sont pas que de simples bâtiments, ce sont des histoires. Et parfois, le silence d'une maison peut faire naître n'importe quelle légende. Les portes de la cathédrale Notre-Dame de Paris ne sont pas seulement des chefs-d'œuvre du Moyen-Âge. Depuis des siècles, elles sont au cœur d'une rumeur troublante, à mi-chemin entre le folklore chrétien et le mythe du pacte interdit. Une rumeur si persistante qu'on les appelle encore aujourd'hui dans certaines traditions les portes du diable. Au XIIIe siècle, un artisan est chargé de réaliser les ferronneries monumentales du portail central. Son nom est connu, le Biscornet. Ce n'est pas une invention. Des archives médiévales attestent bien de son existence et de son rôle dans la conception des portes. Ce qui va suivre, en revanche, n'appartient plus à l'histoire, mais à la légende. Selon le récit transmis au fil des siècles, Biscornet se serait vite rendu compte qu'il avait accepté un travail titanesque et infaisable. Les motifs exigés sont d'une complexité incroyable. Entrelacs de fer, figures symboliques, végétation stylisée, animaux, scènes bibliques. Un travail d'une finesse presque surnaturelle pour l'époque. Incapable d'achever l'ouvrage, épuisé, acculé, Biscornet aurait fait ce que la légende attribue à tous les hommes dépassés par leurs ambitions. Il aurait invoqué le diable. Le lendemain, raconte-t-on, les portes sont terminées. Parfaites. Trop parfaites. Mais lorsqu'on tente de les ouvrir, elles restent closes. Aucune force ne parvient à les faire céder. Ce n'est qu'après les avoir aspergées d'eau bénite qu'elles auraient finalement accepté de s'ouvrir. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait été chassé. Car les portes de Notre-Dame posent un vrai problème. Pendant des siècles, on a cru qu'elles avaient été fondues d'un seul bloc, ce qui semblait techniquement impossible avec les moyens du XIIIe siècle. Ce n'est que grâce à des études modernes qu'on a compris qu'elles avaient en réalité été composées de multiples pièces savamment assemblées, selon un savoir-faire aujourd'hui presque disparu. Un savoir si rare qu'il a nourri pendant des générations l'idée qu'il ne pouvait pas être humain. Autre détail troublant, Biscornet meurt peu de temps après la réalisation. Là encore, impossible de prouver un lien direct, mais dans l'imaginaire collectif, le schéma est parfait. L'œuvre est achevée et l'artisan disparaît. Je sais, avec l'artisan qui a fait ma terrasse, je l'ai payé et je l'ai jamais revu. Ma terrasse non plus d'ailleurs. Et puis il y a le symbole. Notre-Dame n'est pas n'importe quelle cathédrale, c'est un seuil, une frontière entre le monde profane et le sacré. Et dans toutes les cultures, les seuils sont des lieux dangereux, des lieux où l'on projette ses peurs, ses croyances, ses avertissements. Imaginez que le diable ait tenté d'y laisser sa marque, et presque logique. Dans un coin discret du 8e arrondissement de Paris, au 23 rue Jean Goujon, se dresse une petite chapelle dont l'apparence paisible cache une tragédie et, selon certains, des phénomènes étranges qui continuent de hanter ceux qui s'y aventurent. Cette chapelle, connue sous le nom de Notre-Dame de la Consolation, n'est pas seulement un lieu de culte, elle est un mémorial vivant. Elle a été construite en mémoire des centaines de personnes, en grande majorité des femmes et des enfants, qui ont trouvé la mort dans l'incendie du bazar de la Charité le 4 mai 1897.
Le bazar de la charité était un immense hangar en bois où se déroulait une vente de charité annuelle pour les œuvres caritatives. Ce jour-là, une lampe de protection à éther s'enflamme, transformant l'événement mondain en cauchemar. Plus d'une centaine de personnes périssent en quelques minutes, et certaines figures de l'aristocratie de l'époque. La première pierre de la chapelle est posée 1 an jour pour jour après la tragédie, et elle est inaugurée le 4 mai 1900. L'architecte Albert Guilbert lui donne une inspiration néoclassique, et elle est rapidement reconnue comme monument historique. Jusqu'ici, tout révèle de l'histoire officielle, mais c'est dans l'atmosphère de ce lieu chargé de douleur, et construit sur l'emplacement même du drame, que naissent les récits les plus troublants. De nombreux visiteurs et passionnés de phénomènes paranormaux affirment avoir ressenti, en pénétrant dans la chapelle ou en longeant le chemin de croix qui l'entoure, une sensation de présence. Certains parlent de bruits étranges, de sons lourds et inexpliqués, comme des souffles lointains ou des pas dans les couloirs silencieux. D'autres évoquent des formes ou ombres aperçues du coin de l'œil, difficilement explicables, mais suffisamment marquantes pour que ces récits circulent parmi les amateurs de mystère. Même si aucune enquête scientifique n'a validé ces phénomènes, et même si les témoignages relèvent plus du ressenti subjectif, plutôt que de preuves tangibles, ils sont suffisamment nombreux pour que la chapelle revienne, à de nombreuses reprises, dans la liste des lieux hantés de Paris. Ce qui rend ces histoires encore plus troublantes, c'est la proximité émotionnelle du lieu avec une catastrophe humaine. Ici, l'histoire n'est pas abstraite. Elle est inscrite dans la pierre, dans les plaques commémoratives, dans les urnes et sculptures mortuaires, dans les noms des victimes gravés autour du chemin de croix. Certaines personnes qui ont visité la chapelle parlent d'une pression étrange dans l'air, une sensation d'être observé même quand l'endroit est vide. D'autres assurent avoir entendu, au moment où le silence est le plus profond, des murmures et des échos à peine perceptibles, comme si la mémoire des victimes n'avait vraiment jamais quitté les lieux. Dans le Paris médiéval, il existe une légende si sombre qu'elle paraît irréelle. Une histoire murmurée depuis des siècles, transmise par les chroniqueurs, les guides et les amateurs de mystère, celle du barbier sanglant de Paris. Selon la tradition, l'affaire se déroulerait au XIVe siècle, dans une rue bien réelle, la rue de la Harpe. À l'époque, le quartier est dense, populaire et sombre. Les ruelles sont étroites, mal éclairées, et les métiers de bouche s'y concentrent, et parmi eux, un barbier. À première vue, rien d'inquiétant. Le barbier est un homme respectable, un artisan du quotidien. À l'époque, il ne se contente pas de raser les barbes. Il pratique aussi des saignées, soigne des plaies, manipule le sang. Autrement dit, il a accès au corps et personne ne s'en étonne. Mais très vite, quelque chose trouble le voisinage. Des clients entrent dans sa boutique et n'en ressortent pas. Comme quoi, faut se méfier. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours une barbe dégueulasse, moi. Au début, personne ne s'en alarme vraiment. Paris est une ville dangereuse, on disparaît facilement. On parle de départs précipités, de voyageurs de passage, de fuites nocturnes. Pourtant, les absences s'accumulent, trop souvent, trop près. La légende raconte que le barbier aurait aménagé sa boutique de manière terrifiante. Sous le fauteuil, un mécanisme, un plancher truqué. Quand le client s'installe, confiant, la gorge ouverte, le siège bascule. Le corps disparaît et le sang coule. Les victimes seraient ensuite dépouillées, puis leurs restes dissimulés, parfois même jetés dans la Seine. Certaines versions de la légende vont encore plus loin. Le barbier n'agirait pas seul. Un complice, souvent décrit comme un pâtissier, l'aiderait à faire disparaître les corps. Et pas de n'importe quelle façon, ils utiliseraient la chair humaine, prélevée sur leurs victimes, pour en faire des tourtes qu'ils vendaient aux Parisiens. Cependant, l'histoire finit par éclater lorsqu'un détail trahit l'horreur. Et la boutique est fouillée, les caves sont ouvertes et là, la légende bascule dans le cauchemar. Des restes humains, des ossements, des traces de sang. Le barbier est arrêté, jugé et exécuté. Aujourd'hui, la rue de la Harpe est animée, touristique, bruyante. Mais la légende dit que sous le bruit, sous les rires, Paris n'a jamais oublié. Et si l'histoire vous intéresse, j'en ai fait une vidéo à l'époque. Bon, je pense qu'elle a un peu vieilli, mais l'histoire reste intéressante. Au cœur du 18e arrondissement de Paris, entre l'avenue Junot et la rue Le Pic, se cache un lieu discret, presque oublié des touristes, mais chargé d'histoires étranges. Il s'agit du passage de la Sorcière, parfois appelé aussi passage du Rocher de la Sorcière. Un passage piéton sinueux, bordé d'escaliers et de résidences anciennes. À première vue, rien ne distingue ce lieu d'un chemin ordinaire de Montmartre. Mais au centre du passage, trône une énorme pierre brute, à l'aspect singulier, qui intrigue depuis des décennies.
Les riverains croyaient autrefois qu'il s'agissait d'une météorite ou d'un outil magique servant à protéger une sorcière. C'est cette pierre qui a donné naissance à la légende. À l'origine, le passage s'appelait la Sourcière, un nom lié à la source qui alimentait jadis la fontaine. Le mot sourcière signifie d'ailleurs lieu d'eau, mais pour les enfants du quartier, il n'en fallait pas plus pour transformer le nom en passage de la sorcière et imaginer une figure inquiétante habitant ces ruelles. Selon la tradition populaire, une très vieille femme vêtue de noir aurait longtemps vécu dans une maison qui borde le passage près du rocher. Elle erre seule, silencieuse, et on racontait même qu'elle chassait les enfants du quartier avec son balai, les menaçant comme dans ces histoires de sorcières. Pour les gamins qui jouaient et couraient dans le quartier, l'image était parfaite. Une sorcière isolée, un rocher étrange, et un nom qui s'est imposé avec le temps. Cette vieille femme, peut-être solitaire et mal comprise, n'a laissé aucune trace historique officielle. Personne ne sait vraiment qui elle est, ni combien de temps elle a vécu là. Mais les récits oraux, transmis de génération en génération, ont suffi à alimenter ces histoires. De lieux hantés ou de présences invisibles qui rôdaient autour de ce rocher. Certains habitants plus anciens racontent que, la nuit tombée, des ombres étranges semblent glisser près du rocher. D'anciens visiteurs évoquent une sensation d'être observés. Une brise froide qui surgit sans vent et même, dans les récits les plus anciens, des murmures incompréhensibles dans l'obscurité. Aujourd'hui, le passage est fermé au public depuis 2009, à la demande des riverains, et il ne s'ouvre qu'à ceux qui montrent patte blanche ou séjournent à l'hôtel particulier Montmartre. Le rocher de la sorcière, lui, reste en place. Une pierre massive dans un écrin de verdure, visible à travers les grilles. Certains disent qu'elle est simplement un vestige oublié, d'autres continuent de parler de protection occulte, de balais plantés à ses pieds par les enfants, et des secrets gravés dans la pierre, comme dans la mémoire de Montmartre. Autrefois, le 1 bis rue de Bièvre abritait une auberge parisienne connue sous le nom de Chez Hubert. Sur sa façade, une enseigne promettait café, vin, liqueur, hôtel tout confort. Une promesse pour le moins trompeuse, car l'établissement traînait une réputation douteuse et attirait déjà son lot de dérives. Quand Paris s'endormait, cette adresse, elle, restait éveillée. Le propriétaire des lieux, à l'image de son auberge, n'était pas un homme très recommandable. Un soir, rentrant chez lui après avoir promené son chien, il découvre une scène pour le moins troublante. Un inconnu est en train de tirer les cartes à sa femme. Mais selon les versions, il s'agirait d'un gitan, venu chercher refuge près de Notre-Dame, ou d'un personnage aux pratiques jugées occultes, parfois qualifié de sorcier. Quoi qu'il en soit, le patron entre dans une colère noire, menace de lâcher son chien et ordonne à l'étranger de quitter les lieux. L'homme s'exécute sans résistance. Mais juste avant de franchir le seuil du 1 rue de Bièvre, il murmure quelques mots à voix basse. À partir de cet instant, la rue aurait été frappée par une malédiction. Le lendemain, le chien du patron tombe subitement malade et meurt dans des circonstances étranges. Peu de temps après, le propriétaire lui aussi meurt d'une affection mystérieuse, au cœur même de cette rue parisienne. Sa femme, quant à elle, disparaît dans l'inconnu. Certains diront pour tenter d'échapper au sort qui s'est abattu dans ces lieux. Moi, je vais pas faire de blagues sur les gitans, vous inquiétez pas, j'habite dans le sud. Mais vous étiez chiant quand je travaillais à Disney. Si l'histoire s'était arrêtée là, elle serait restée une simple légende. Mais les récits se poursuivent, siècle après siècle. Durant l'occupation, des soldats allemands auraient occupé le bâtiment, avant d'y mourir à leur tour, emportés par une maladie soudaine. Plus tard, lorsque la mairie de Paris décide de raser l'édifice, devenu insalubre et dangereux, les ouvriers chargés des travaux sont frappés de maux inexplicables et symptômes inquiétants. Depuis, la malédiction semble avoir cessé, et à la place de l'auberge se dresse un immeuble tout à fait normal. Du moins, de ce que l'on sache. Ce que vous venez de voir ne représente que la moitié de l'iceberg. La pointe et la surface des mystères de Paris. Des histoires connues, parfois dérangeantes, mais encore accessibles et souvent racontées. Dans la prochaine vidéo, on plongera un peu plus bas, là où les récits deviennent rares, plus fragmentés et beaucoup moins connus. Là où Paris cesse de raconter ses mystères et commence à les dissimuler. Si cette première partie vous a donné envie d'aller plus loin, alors la suite risque d'être encore plus troublante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie Tom d'avoir participé à la vidéo. Encore une fois, je vous invite à aller voir son contenu. Il parle d'histoires hors du commun, de mythes et de légendes. Il est très actif sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, alors je vous invite vivement à aller vous abonner à chacune de ces plateformes et à lui donner de la force. Merci à lui pour la collab. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, un commentaire, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à activer la petite cloche des notifications.
Ça vous permet de savoir quand je sors une vidéo et à ne pas la louper. Pour plus de soutien, vous pouvez devenir membre de la chaîne. C'est un tout petit abonnement qui pourtant moi m'aide beaucoup. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee, tous les liens sont dans la description. Et sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.